Donc, actualité. Alors, le premier, mes liens d'intérêt, parce que si on ne donne pas ces liens d'intérêt en France, on a une condamnation du Conseil de l'Ordre, donc on va les donner tout de suite. Il faut que ça passe comme ça, donc voilà. Alors, on va parler des virus respiratoires ou des virus à transmission respiratoire. Nous, on va parler des virus. On va parler d'une notion qui date de 4-5 ans, mais qui est extraordinairement intéressante, c'est celle de virome respiratoire. Tout le monde sait qu'on a du microbiome dans le tube digestif, mais là, on sait qu'on a plein de virus. Et on va parler des interactions virus-bactéries. On va parler de notre pauvreté de la clinique, un petit peu de la transmission et les tests, c'est le topo d'après. Il y a une diapo qui saute, mais ça n'a aucune importance. Alors, depuis la guerre, oui, on peut dire depuis 14-18, et puis depuis l'épidémie, on sait qu'il y a des interactions entre les virus et les bactéries. Et Cuvelier, qui était responsable de la chaire d'Hygiène à Pasteur, avait trouvé cette phrase « Les virus condamnent, les bactéries exécutent ». C'est ce qui s'était passé pour la pandémie de 1918. D'accord ? Et puis moi, quand je faisais mes cours, depuis j'ai retrouvé des diapos d'il y a 30 ans, quand vous avez une pathologie infectieuse comme l'otite, qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'il y a une infection virale, des bactéries qui sont là, ça entraîne des dysfonctionnements, et puis finalement, ça finit à donner des otites. Et puis d'ailleurs, quand on regarde l'épidémiologie de tout ça, pardon, j'étais un peu vite. Il y a des diapos qui ne passent pas, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage. Enfin, la diapo passe au quart ou aux trois quarts, mais c'était pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on considère une pathologie infectieuse, on doit la considérer comme dans sa totalité. Peut-être que si je saute ça, si je me mets en escape, vous le verrez mieux. Pas sûr. Ça ne va pas passer, c'est pas grave. Je vais remettre en fonction, peu importe. Voilà. Et c'est il manque la moitié de la diapo, mais c'est pas grave. C'est un nuage de points où il y a des bactéries, des équilibres, des virus qui intéressent. Et le premier thème, c'est celui du virome respiratoire. Alors, on a mis très très longtemps à s'apercevoir du virome respiratoire. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des virus que l'on trouve dans le nez. Il y a exactement la même. Au niveau digestif, c'est des sujets complètement sains. Vous portez, nous portons, nos enfants portent des dizaines, des centaines de milliers de virus. Et certains sont des bactériophages. Ce sont des virus qui colonisent les bactéries que nous portons dans le rhinopharynx. Vous savez tous qu'on porte du pneumocoque, du strepto, etc. Voilà, une partie. D'autres, ce sont les archéalvirus. Alors, je vous pose la question, quelqu'un sait ce que c'est que les archéalvirus ? Pour moi, ça a été une découverte. En fait, on porte aussi énormément de parasites au niveau de nos surfaces muqueuses, ce sont les virus des parasites. Et puis le dernier, ce sont des virus, des eucaryotes qui sont là. Il y a d'excellents papiers sur ces trucs très 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 récents en français qui montrent on a un équilibre, on va revenir sur cet équilibre. Et alors, quand vous regardez la liste des virus, des familles de virus que l'on porte physiologiquement dans la flore rhinopharyngée, alors maintenant vous avez les nouveaux noms, mais enfin, il y a des adénovirus, il y en a plein, sujet normal. Il y a tous les coronavirus autres que le SARS-CoV-2. Il y a des rhinovirus. Vous portez tous, à un moment ou un autre, du rhinovirus sans symptômes. Entérovirus, paraéco, virus de la grippe et les virus, les para-influenzés, VRS et métapneumovirus. Donc la première conclusion que vous en tirez, c'est que avoir un virus dans le rhinopharynx, ce n'est pas forcément signe de maladie. Et pour aller plus loin dans ce raisonnement-là, je vais présenter ce papier-là parce qu'il est fait sur des centaines de milliers, non, des dizaines de milliers de patients, excusez-moi. Ce sont dans les pays pauvres, une étude Gavi, où ils ont prélevé systématiquement des enfants qui avaient des pneumonies et en même temps, ils ont prélevé des enfants sains
venant se faire opérer de n'importe quoi, sans pathologie. Et ce que vous voyez là, il y a presque pour tous les virus la même proportion d'enfants qui portent les virus, qu'ils soient sains, qu'ils soient malades. Les seuls qui échappent, je vous les ai mis en rouge, d'accord? C'est ce que vous connaissez. C'est la grippe, c'est le VRS, c'est le parainfluenza et c'est l'humain métapneumovirus. Donc, j'aurais pu ajouter le mycoplasme, je crois qu'il est dedans. Hein. C'est pour ça que quand même nos amis dermatos, quand ils portent le diagnostic sur une pathologie et qu'ils disent la PCR est positive, ah ça, peut-être c'est vrai, hein, je veux dire. Mais probablement c'est pas vrai, parce qu'ils en portent, 10 à 15%. Et puis, donc ça, c'est ce côté microbiome, on va revenir sur ce côté-là, il est extrêmement important à intégrer. Le deuxième point, c'est qu'on sait, sur le point, la concomitance absolue entre les 4 virus pathogènes, je vous répète, hein, la grippe, le VRS, pour nous en pédiatrie, c'est le plus important, la grippe, le SARS-CoV-2 et l'human métapneumovirus et les épidémies d'infections bactériennes. Vous voyez, ça, c'est les courbes que vous voyez à gauche de pneumonie, à droite d'otite, et vous avez en même temps les courbes des virus qui viennent avec. Ça ne veut pas dire que ces pathologies sont uniquement virales. Ça veut dire, et on va voir, qu'elles ont pu déclencher des infections bactériennes. Là encore, aujourd'hui, c'est important de déminer un certain nombre de fausses assertions. Quand je vous dis VRS, vous pensez bronchiolite. La pathologie à VRS la plus fréquente, c'est l'otite. Et là, cette étude, c'est une étude finlandaise sur des centaines d'enfants qui ont prélevé systématiquement les enfants qui avaient une urgence aux urgences pour pathologie respiratoire. La pathologie la plus fréquente, c'est l'otite, bien avant la bronchiolite. C'était pareil d'ailleurs pour le pneumocoque, on arrive. Là encore, donc on voit bien que ces virus et ces bactéries, ces virus peuvent déclencher des infections bactériennes, mais quand? Et là, c'est très très intéressant parce que c'est une étude, là encore, des Finlandais qui ont publié énormément dans les années 90-2000 sur ça. L'infection bactérienne peut se compliquer très rapidement d'infection virale, mais ça peut durer aussi plusieurs jours. Ce n'est pas une surinfection bactérienne forcément à distance. Dernier point sur cette collaboration virus-bactérie qui est extrêmement importante, c'est ce qui s'est passé avec le Tamiflu. Alors vous savez, le Tamiflu, je ne sais pas si vous l'utilisez de temps en temps au Maroc pour traiter les grippes, d'accord? En tout cas, chez l'enfant, on l'utilise assez peu, parce vous n'utilisez pas de test de grippe. Mais quand vous l'utilisez, eh ben, le vaccin antigrippal, 1, diminue la fréquence des otites de façon considérable. 2, quand un enfant a une otite qu'il ait vu précocement, qu'il a un test positif et que vous traitez, le risque de survenue d'otite est réduit de façon extrêmement significative, 44%. Tout ça, c'est des études significatives, c'est des études comparatives. Donc, on voit bien, on a un microbiome, on a un virome respiratoire. Dans ce virome, il n'y a que quelques bactéries dont lequel la positivité impute le tableau clinique. Les autres, peut-être oui, peut-être non. On ne rejette pas, mais on ne peut pas dire ça. Il a une pneumopathie à mycoplasme parce qu'il a une PCR positive. Peut-être, peut-être pas. J'en sais rien. Et le dernier point, c'est comment ça interagit. Alors, on est parti d'un virome respiratoire, et comme pour tout le tube digestif, on a utilisé ces termes de biose. Eh ben, on porte ces virus, on a des anticorps contre ces virus, on a une immunité innée contre ces virus, c'est équilibré, ça résiste au reste, d'ailleurs ça nous hériste, les bactéries et les virus sont confinés, ça permet de stimuler le système immunitaire, et puis à un moment, on s'habitue, on les élimine. Et puis surviennent des agresseurs qui vont passer du système qui était en équilibre à un système en déséquilibre,
d'accord? Où cette fois, on va avoir une colonisation, une prolifération et un syndrome inflammatoire. Si on traduit ça sur le plan de l'imagerie, ben voilà, une muqueuse normale, ben vous avez des bactéries qui se reposent sur la muqueuse respiratoire, des virus, des polynucléaires, tout ça a un équilibre. Le virus pathogène arrive, il déséquilibre tout ça, il altère la muqueuse, et puis il finit entraîné par cette prolifération bactérienne et qui aboutit à la pathologie. Et la chronologie dans laquelle ça survient est très très importante. Si le virus, pour être le plus pathogène possible, doit précéder la bactérie. La dernière donnée de ces années récentes, c'est le fait qu'il y a aussi des interactions directes entre le virus et la bactérie, même sans cellules. La présence de VRS fait que le pneumocoque est capable d'augmenter sa pathogénicité sur des modèles animaux. C'est-à-dire que c'est comme s'il était capable de passer un message. Et on connaît très 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 bien ça, les messages entre les bactéries, et qui augmentent la virulence. Donc, ce point-là donc, me paraît extrêmement important. Cette collaboration, c'est une idée assez nouvelle. Le dernier point, nous sommes fin août aujourd'hui, ou on est le 1er septembre, je ne sais plus. 1er septembre, d'accord? Les épidémies respiratoires vont reprendre, d'accord? Elles vont reprendre parce que la saison froide arrive. Et cette saison froide arrive et on va revoir réapparaître ces virus. Et classiquement, on distinguait, d'ailleurs dans vos hôpitaux, Leclerc insistait sur ça, transmission contact, transmission gouttelette, transmission air. C'est vrai que les virus se transfèrent de plus ou moins importants. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que la transmission air de ces virus, c'est-à-dire la transmission à distance, est devenue considérable. Et l'importance de la qualité de l'air, on est en train de passer à côté de ça complètement. Au lieu, on a pris cette pandémie Covid dans la gueule, fort, ça a tapé nos économies de façon extrêmement marquée, et on n'a pas retenu le message principal, qui est que la qualité de notre air n'est pas suffisante. Et la qualité de notre air, ce n'est pas l'air extérieur, c'est l'air intérieur. Et ça, il faut vraiment, c'est un nouveau paradigme pour les virus respiratoires. Si on veut avoir des épidémies intenses, certes, dire aux gens de se laver les mains, c'est très bien, hein. Mettre le masque, c'est très bien aussi. Mais enfin, la qualité de l'air est encore plus importante que ça, d'accord? Et on se dit, ben voilà, je vais ouvrir les fenêtres. Et là, au Maroc, comme il fait souvent beau, c'est assez facile pour vous. Pas toujours, hein. Un hiver à Casa, je ne suis pas sûr que ce soit toujours facile d'ouvrir des fenêtres. Mais bon, voilà. Mais en fait, on s'est aperçu qu'en mesurant, souvent, ça ne suffisait pas et qu'il y avait des techniques. Et c'est vraiment, on a écrit un certain nombre de papiers sur ça que je peux vous transférer. C'est des mesures très, très, très simples qui peuvent aboutir. Alors, il y a une chose qui est surprenante. Par exemple, vous savez que l'épidémie de VRS survient chez vous entre le mois de novembre et décembre à peu près. Un peu plus tard. Décembre. Hein? Ouais, d'accord. Décembre, ok. Chez nous, elle commence, normalement, l'année dernière, c'était spécial, autour du 20 octobre, entre le 20 octobre et le 1er novembre, d'accord? Et à votre avis, en Guyane, ça commence quand? Sur l'équateur, ça commence quand? C'est toute l'année. Les épidémies de grippe et le VRS surviennent toute l'année. Ce n'est pas une question, il fait froid ou il ne fait pas froid. C'est une question, on vit à l'intérieur ou on ne vit pas à l'intérieur. Plus on vit à l'intérieur, plus il y a de virus respiratoires. Et j'insiste sur ce point, ce qui compte le plus dans l'aération des pièces, c'est pas d'ouvrir la fenêtre, c'est de faire un courant d'air. Les parents, ils ont peur des courants d'air. Moi, mon cabinet, il est ouvert des deux côtés, il y a un truc... il va attraper froid, il va à un courant d'air.
non. D'abord, attraper froid, pour le plan des virus, ça n'existe pas, mais sur le plan du reste, ça peut exister. Et il faut très, très, très important de tenir ça. Et vous avez un appareil extraordinairement simple qui coûte 50 balles, qui est un capteur de CO2 et qui vous permet de dire si vous êtes dehors ou pas dehors. Alors, pour terminer, j'aurais tenu dans les temps, Mohamed, hein, les infections virales prédisposent à l'acquisition des bactéries pathogènes, et ça, c'est des données, les données que je vous donne, c'est le Covid qui nous a appris ça, parce que le fait que ça ait disparu, ces pathologies, pendant qu'on prenait des précautions et que ça ressurgit de façon extrêmement importante, nous a permis de mieux définir ces interactions virus-bactéries. D'accord ? Elles augmentent la densité bactérienne, donc le risque de contamination. D'accord ? Et l'ordre de contamination est très très important, donc, et il faut vraiment qu'on soit très très attentif à ça. Alors j'ai laissé la place pour juste deux points. Vous savez que la révolution en Occident, pas tous les pays d'Occident, ça va être la lutte contre le VRS. Le VRS, c'est le premier agent pathogène en pédiatrie, sans l'ombre d'un doute. D'accord ? Et il est comme le Covid, il donne des infections précoces, souvent graves, mais après, on n'est pas immunisé à vie contre le VRS. On fait plusieurs infections à VRS dans sa vie. D'accord ? Et donc, leur prévention pour les enfants et pour notre système hospitalier est importante. Et dans quelques pays occidentaux, on commence dès cette année une prévention de ça. Donc, je m'arrête là.